Bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue dans LFNA, la dernière émission de l'année puisque nous sommes le 26 décembre. On vous a préparé plein de choses avec les classements. On va vous rappeler le classement de National 2, de National 3, de D1 Arkema notamment. On fera un point complet, on vous offrira des petits cadeaux avec le best-of des plus beaux buts et des plus beaux arrêts en National 2. On va parler, je le disais, National 3 avec notre invité. Ce sera Philippe Ollier, l'entraîneur de l'US Lège Cap Ferré. Et puis, il y aura également le meilleur de nos reportages, numéro 70 d'LFNA TV spécial Best-of de Noël. C'est parti! Et pour m'accompagner dans cette émission Best-of de Noël, j'accueille en plateau avec moi le journaliste de la rédaction Victor Pérez-Boucheron qui vous a préparé des petites surprises. Bonsoir Victor. Bonsoir Benjamin, bonsoir. Tout joyeux Noël. Merci Victor, toi aussi tu as passé un bon Noël. On s'est bien amusé, on s'est bien régalé, oui. Et on va essayer de digérer tranquillement et de passer une très bonne émission. Ensemble, on est ravis de vous retrouver une dernière fois dans cette année 2022 qui a été riche, une année marquée, vous le savez, par la finale de la Coupe du Monde de l'équipe de France, marquée par des buts, par des arrêts, par des exploits en Coupe de France. On va se remémorer tout cela. Ce soir, on va débuter tout d'abord avec la Ligue 2 puisque c'est l'actu un petit peu chaude. Il y a des matchs ce soir, il y a même un match en cours, la 16e journée qui vient de débuter avec une rencontre entre Le Havre et Bordeaux qui a débuté précisément à 19h ce soir. Donc on va évidemment en parler dans l'émission prochaine. Il y aura à 21h le match entre Metz et Niort concernant la Nouvelle-Aquitaine et puis la rencontre entre Pau et le Paris FC. On va souhaiter une très bonne 16e journée de Ligue 2 à nos trois clubs de Nouvelle-Aquitaine. La D1 Arkema, on vous rappelle un petit peu le classement, histoire que vous l'ayez en tête avec le Paris Saint-Germain qui a été sacré champion d'automne, le PSG avec 29 points, un seul petit point d'avance sur l'Olympique Lyonnais. Le Paris FC, l'autre club francilien, est sur le podium à la 3e place concernant les deux clubs de Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux est 7e, l'équipe de Soyaux est 11e, juste devant la Lanterne Rouge Rodez. Je vous remémore un petit peu également le calendrier à venir puisque le 14 janvier à 14h30 il y aura deux matchs de la 12e journée concernant les clubs de la région. Les Girondins de Bordeaux, vous le voyez en infographie, vont affronter les joueuses de Dijon. Ce sera à 14h30, tout comme la rencontre entre Soyaux et Lyon. Reprise compliquée donc pour les joueuses de l'ASJ Soyaux qui vont devoir défier Lyon, deuxième du classement. On ouvre la page maintenant consacrée au National 2. Là encore, on vous rappelle le classement à l'issue de cette année 2022. Le Gol FC est en tête avec 5 points d'avance sur Vendée-les-Herbiers. Troisième, l'Olympique Saumur. À la 4e place, un club de Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit du FC Bergerac-Périgord qui n'a que 2 points de retard sur le deuxième Vendée-les-Herbiers. 6e, Angoulême-Charente avec 20 points. 9e, le Stade Bordelais avec 17 points. Et puis dans le bas de tableau, vous le voyez, à la 14e place, Trélissac qui compte 13 points avec un meilleur goal average sur le 15e qui n'est autre que la réserve du FC Nantes, toujours lanterne rouge, le FC Vierzon. Le calendrier de ce groupe D de National 2 avec deux matchs en retard de la 7e journée qui vont se jouer samedi 7 janvier. Il y aura la rencontre entre le FC Trélissac et l'Olympique Saumur samedi à 18h. Et puis la réserve du SCO d'Angers face à Bergerac-Périgord. Le calendrier maintenant de la 15e journée. Ce sera le vendredi 13 janvier concernant Bergerac et Trélissac et Angoulême. Il y aura Bergerac face à Andrézieux-Boutéon. Il y aura Trélissac face à Angoulême-Charente pour un derby de Nouvelle-Aquitaine. Et puis le Stade Bordelais sera en déplacement du côté de la pelouse du FC Chamalières. Je vous avais promis un cadeau de Noël. On a sorti les pulls de Noël avec Victor. Victor a même sorti le bonnet. On va vous proposer avec Victor les plus beaux buts et les plus beaux arrêts de la 8e journée à la 14e journée
de National 2. On commence avec les plus beaux buts, On Victor? commence avec les plus beaux buts en effet, Benjamin. La 8e journée a été donc marquée par le but de Geoffroy Lobo pour Angoulême. La 9e journée a vu le Guyanais évoluant donc à Bergerac, Anthony, Soubervier inscrire un but pour l'équipe donc de Bergerac. La 10e journée, elle, c'est Benjamin Barque pour Angoulême qui, inscrit, le but pour, l'équipe charentaise. La 12e journée est marquée par son coéquipier, Romain Escarpite. La 13e journée est Damien Fachan pour Bergerac et Cheikh Alan Diarra pour Trélissac. Et enfin, Lucas Demain anime la 14e journée pour Bergerac. Regardez. Et bravo aux buteurs qui nous ont régalé tout au long de la saison et merci à nos amis de Fux Sport pour les images de ces plus beaux buts inscrits en National 2. Après les joueurs de champ, Victor, place aux gardiens qui ont également brillé et on voulait absolument les mettre à l'honneur dans LFNA ce soir. Oui, tout à fait. Je vous ai concocté également un top arrêt des gardiens donc, de la 8e à la 14e journée, toujours en National 2. La 8e journée est marquée par Anthony Coustalot, Alan Hunou surpuissant durant la 9e journée pour Angoulême. La 10e journée 100% girondine, Bergerac, Enzo Pochet, le Stade Bordelais et Anthony Coustalot toujours. 11e journée Thomas Navo, portier de Trélissac. La 13e journée est toujours la parade d'Anthony Coustalot pour le Stade Bordelais. Festival d'arrêt également dans la région durant la 14e journée avec Wesley Moustache. Un fan, Benjamin, de Wesley Moustache. Lui, il fait Movember toute l'année. Toute l'année, c'est ça. Et pour Bergerac et Thomas Navo pour Trélissac. Regardez.
Quel régal de revoir tous ces arrêts des gardiens de la région Nouvelle-Aquitaine en National 2, là encore avec les images de Fuxport et coup de chapeau, en particulier à Coustalot, hein. Victor, il a brillé là, sur cette fin de première partie de saison. Oui, et pas que lui, hein, évidemment tous les gardiens de la région, mais Coustalot est effectivement très présent donc pour ce Stade Bordelais. Puis donc les résultats sont au rendez-vous. On se demande pourquoi, parce qu'on a un bon gardien. Merci à Victor Pérez-Boucheron que vous retrouverez en 2023, évidemment à l'édition d'LFNA TV. On vous prépare encore plein de surprises. On va passer au National 3 maintenant avec le rappel du classement. Un classement toujours dominé par l'US Chauvigny qui réalise une très belle année 2022. Chauvigny qui a un petit point d'avance sur l'ambitieux FC Libourne. Ça va être serré jusqu'à la fin de la saison puisque les Genêts d'Anglet sont troisième avec seulement 4 points de retard sur le leader. On le rappelle, une seule équipe qui monte. Les Girondins de Bordeaux, la réserve, 4e. Châtellerault, 5e. Stade Poitvin, 6e. 7e, le CA Neuville avec 15 points, tout comme la réserve du Pau FC. La réserve des Chamois Niortais est 9e. L'US Lèche Cap-Ferré, 10e. 11e, Porte-Entre-deux-Mers. 12e, l'Aviron Bayonnais FC. 13e, l'ES Guérétoise avec 8 points et puis toujours Lanterne Rouge avec 2 points, le Stade Montois. Au niveau du calendrier, il y aura un match en retard de la 9e journée de National 3 à jouer le samedi 7 janvier. Il s'agit de la rencontre entre l'US Lège Cap-Ferré et la réserve des Girondins de Bordeaux. Et puis la 12e journée qui va se jouer à partir du samedi 14 janvier. Vous le voyez grâce à notre réalisateur Paul Maison-Regnault, l'ES Guérétoise face à Porte-Entre-deux-Mers. Le Stade Poitvin contre le leader, l'US Chauvigny. L'US Lège Cap-Ferré le 14 janvier en déplacement sur le terrain du CA Neuville. Les Genêts d'Anglet face à Châtellerault. Le FC Libourne, le dauphin de Chauvigny, sera chez la Lanterne Rouge, le Stade Montois. Et puis dimanche, il y aura 2 matchs avec les réserves des clubs professionnels qui seront sur les terrains. Les Girondins de Bordeaux face au Pau FC, les Chamois Niortais face à l'Aviron Bayonnais FC. Je vous le disais, l'US Lège Cap-Ferré a profité d'un match en retard pour se replacer à la 10e place. Il y aura ce match à jouer également face à la réserve des Girondins de Bordeaux. Et pour parler de la saison et de l'avenir de l'US Lège Cap-Ferré, nous sommes avec l'entraîneur du club, c'est Philippe Ollier qui nous fait le plaisir d'être dans ce dernier numéro d'LFNA de la saison 2022. Bonsoir Philippe. Bonsoir Benjamin. Philippe, vous avez gagné un match important, match en retard de la 5e journée. C'était face à Porte-Entre-deux-Mers. On rappelle la victoire 3-1 de vos joueurs. Une victoire qui vous permet de bien finir l'année puisque au mois de décembre, vous êtes invaincu. 2 victoires, 1 nul en 3 matchs. C'est une satisfaction, je suppose? Oui, ça faisait partie un peu des objectifs puisque le but c'était de surtout convertir les matchs nuls qu'on a fait à l'extérieur. Donc avec cet objectif impératif qui est de bien réussir à domicile, puisque la saison, on le sait, il y aura au minimum 5 voire 6 descentes. Donc on sait très bien que les matchs à domicile vont être primordiaux. Et donc voilà, c'était nous dans nos objectifs, sachant qu'on avait fait 6 matchs sur 8 à l'extérieur dans ce début de championnat. On avait fait 4 nuls. Et donc il fallait absolument convertir ces nuls en résultats positifs à domicile pour faire justement ces 4 points sur 6 qui montrent que c'est un parcours qui est pas si mal. Donc c'était voilà, montrer une évolution. Et l'évolution se concrétise au classement. Vous vous replacez, vous êtes 10e. Et il y a un match un peu bascule à venir le 7 janvier. Autre match en retard, ça sera face à la réserve des Girondins. Je dis match bascule, Philippe, parce que vous pouvez presque être un petit peu tranquille, avoir une belle bouffée d'oxygène en cas de bons résultats. Si on regarde que bien sûr les classements et les points, c'est sûr que c'est toujours sur l'instant T, on va dire que si on venait à faire un résultat contre les Girondins, les gens vont plus voir une équipe qui est malmenée en bas de tableau, mais plutôt une équipe qui, au final, malgré un départ un peu difficile avec un recrutement très compliqué, ils vont commencer à dire, attends, en fait, ils sont là, Lège, encore une fois. Donc, moi, dans mon objectif et dans mes objectifs avec les joueurs, c'est surtout d'être dans la continuité de l'évolution de cet effectif qui a été construit avec beaucoup de joueurs, vous le savez, de R3, R2 et 19 nationaux. Et moi, j'ai des objectifs avec eux qui sont, comme pour la saison dernière, arriver au dernier tiers de championnat avec une équipe qui maîtrise bien son sujet, de ce qui est demandé par nous, donc le staff, et puis que les joueurs connaissent leurs points forts et leurs points faibles et qu'ils appuient un peu sur les différents éléments pour
être au maximum sur le dernier tiers de championnat. Donc nous, notre objectif, c'est être dans la continuité, travailler, bosser, et on ne se fixe pas de... Pour moi, l'objectif, je sais où je veux aller. Les joueurs, maintenant, ont bien adhéré à mon discours. Maintenant, objectif, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Donc, c'est entre nous et on verra bien fin de saison. Et on ne vous demandera de rien dévoiler ce soir dans LFNA TV. Voilà. Philippe Ollier, le coach, on le rappelle, de l'US Lège Cap Ferré. Il y a deux camps clairement chez vous. Il y a le camp des optimistes qui va eh bien, dire que depuis le mois de novembre, vous marquez à chaque match. Et puis le camp de ceux qui voient toujours le verre de vin à moitié vide. Il y a ceux qui vont dire que vous encaissez un but à chaque match. Vous êtes dans quel camp, Philippe? Alors moi, je suis beaucoup dans les statistiques et puis dans surtout les analyses. Et je sais analyser quand un but est pris par l'équipe adverse qui nous a bien manipulés et quand un but est pris parce qu'on leur a donné un cadeau ou une erreur. Donc aujourd'hui, je sais où j'en suis. Et comme pour la saison dernière, par rapport au maintien, qui était un maintien très très complexe avec une équipe qui était en bas de tableau, on a fait un parcours de champion. Je pense que cette année, je suis dans la même optique avec une équipe qui, au final, je pense, au niveau points, on doit être à peu près comme l'année dernière. Et on recommence comme l'année dernière, c'est-à-dire à la reprise avec un match en retard contre les Girondins. Donc c'est marrant, ça se jumelle un peu les deux saisons. Maintenant, je suis de quel côté Non, non, moi je regarde. De pas prendre des buts, c'est la chose la plus simple. Pour moi, ça c'est pas si chiant que ça. Le tout, c'est de savoir pourquoi on les prend. Après, la chose la plus complexe dans le foot, c'est de mettre des buts. Donc aujourd'hui, on peut regarder que sur les derniers matchs, on met 2 buts, 3 buts et on rate des occasions très très franches. Donc dans le football, de prendre des buts, c'est pas la chose la plus compliquée à corriger. De mettre des buts, c'est la chose la plus compliquée à mettre en place pour que les joueurs sachent quoi faire et comment le faire. Donc c'est plutôt sur ça que je travaille. Donc moi, plutôt savoir où on en est sur les buts qu'on met. Et après, les buts qu'on a pris, si vous regardez les bilans, aujourd'hui, si on enlève le 6-0 qu'on a pris, où j'étais pas sur le banc parce que j'étais pas dispo, contre Libourne justement, on n'est pas si mal en termes de défense, puisqu'on fait partie des 3 ou 4 meilleures défenses du championnat. Contrairement à d'autres équipes de National 3, Philippe, vous allez à demi couper là, pendant les fêtes, puisqu'il y a ce match, on l'a dit, le 7 janvier. C'est quoi le programme précis pour vous et pour vos joueurs, Philippe? Il y a quand même des vacances, rassurez-nous. Alors, ce qu'il faut regarder encore une fois, c'est ce recrutement a été très difficile à la trêve. On est parti avec des joueurs de R3, R2 et 19 nat qui ont en moyenne entre 18, voire 17 et jusqu'à 22, 23 ans pour les plus vieux, on va dire, à part 2-3. L'objectif, c'était d'arriver à faire une saison, de vite prendre de l'expérience. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le parcours de Coupe de France qu'on a fait, il a été très important, puisque au final, on n'a pas coupé. Depuis le début de saison, on a eu des matchs tous les week-ends, et souvent des matchs à coups près, puisque la Coupe de France, il faut gagner et ne pas perdre, et pour se qualifier. Et le championnat, on a enchaîné tous ces matchs-là depuis le début de saison. Donc les joueurs, avec le match en retard de Guéret qui s'est joué la semaine dernière, donc de Porte-Entremer, pardon, qui s'est joué là, et le match de Girondins qui arrive, on n'a plus que 2 semaines de coupure. Donc les joueurs sont vraiment en vacances avec un léger programme en fonction de qui a joué tous les matchs ou pas assez de matchs ou qui a été blessé un petit peu. Donc on fait vraiment des programmes qui vont être donc spécifiques à chacun. Et le but, c'est ça où ça devient intéressant, c'est que de jouer les Girondins à la reprise, c'est toujours motivant de jouer les Girondins. Donc les joueurs, surtout que moi, beaucoup ont été formés par les Girondins dans les catégories de préformation, de 15, on va dire, à 17, 18, 19 ans. Donc je pense qu'ils seront motivés d'eux-mêmes. Donc je pense que le programme sera suivi, ou en tous les cas en bonne partie. Et c'est que motivant. Donc là, aujourd'hui, ils ont vraiment 2 semaines de coupure. Donc on reprend le 3 janvier, sachant qu'on a le match le 7. Donc on pourrait penser que ça fait bizarre de reprendre le 3 pour un match direct le 7. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas coupé depuis le début de saison. Donc les joueurs ont emmagasiné donc, de l'expérience. Et on le voit aujourd'hui au niveau des résultats. Et je pense qu'on progresse en plus au niveau du jeu et on fait moins d'erreurs qui sont des détails, mais des détails hyper importants. Donc on a des objectifs, comme je vous ai dit, et on sait où on veut aller. Je pense que les joueurs ont bien compris mon discours et je pense qu'on sera prêt à l'instant T, et surtout pour le dernier tiers de championnat. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez un amateur de stats. Est-ce que vous êtes un amateur de la balance là pour vérifier s'il y a eu des petits grammes et des kilos superflus chez vos joueurs?
Alors oui, oui, on fait comme tout le monde, hein, on pèse les joueurs et puis voilà, surtout à la période de trêve, ils se pèsent avant de partir et j'ai Andrea Filastre, l'adjointe prépa physique, qui fait des relevés avec eux et on les repèsera au retour. L'objectif, bien sûr, pour eux comme pour nous, c'est qu'ils aient fait un minimum, parce que je ne vais pas être derrière eux, bien sûr, c'est la motivation de chacun. Mais l'objectif, c'est qu'ils reviennent tous un minimum en n'ayant pas trop pris de poids ou pas pris de poids, si possible et pour être prêt à l'instant T de la semaine du 3 au 7, parce que c'est notre reprise. Et c'est vrai que moins ils prendront de poids, mieux ce sera. Et il faut qu'ils coupent quand même au moins, on va dire, une semaine à 10 jours. Il faut qu'il y ait une coupure réelle pour, voilà, ils n'ont pas coupé depuis le début du championnat, depuis la reprise. Donc s'il peut y avoir réellement une coupure de 7 à 10 jours à ne rien faire, ou alors un petit tennis, un petit futsal entre copains, ils font ce qu'ils veulent, ça n'y a pas de souci, tant qu'ils ne se blessent pas. Et puis retour le 3 en pleine forme et très très motivé. Et on l'espère évidemment. Dans cette saison 2022 qui s'est refermée dans cette année 2022, il y a eu ce super parcours en Coupe de France. Vous l'avez dit, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça a pris pas mal d'énergie. Vous avez atteint le 8e tour avant de tomber contre Châteauroux. C'est quoi votre plus beau souvenir de cette édition de Coupe de France? Il y a eu ce match particulier contre Chauvigny. C'est quoi que vous retenez, Philippe? Alors, moi, je retiens un peu tous les matchs parce que de jouer contre, que ce soit Chauvigny, qui pour moi était taillé pour faire un parcours en Coupe de France, et aujourd'hui on le voit, ils sont premiers en championnat. On les a gagnés à domicile et mes joueurs ont été très usés de ce match-là, plus que du match de championnat chez eux, où on aurait mérité plutôt un nul, voire mieux. Donc, je trouve que mes joueurs sont capables de relever donc, des défis, sont capables de se mettre au niveau de certaines oppositions. Et le match donc qui a été le plus intéressant, on va dire, par le biais de l'ambiance et tout ça, c'est le match de Châteauroux, bien sûr, avec un public qui était là, avec vraiment voilà, une mise en place, une mise en scène qui était vraiment super pour les joueurs, parce qu'ils ne connaissaient pas ça. La plupart des joueurs, il ne faut pas oublier encore une fois, participaient pour certains à leur première partie en Coupe de France. Donc c'était énorme pour eux. Après, il a manqué ce qu'on a vu avec l'équipe de France, c'est-à-dire que Châteauroux a joué très sérieusement contre nous et nous a respectés. Et ils étaient déjà dans un esprit coupe, sachant qu'en championnat, ils sont pas bien. Donc les joueurs ont été très sérieux de leur côté et très impliqués et très dans l'agressivité d'un match qu'il faut sur ce genre de match. Et nous, on était un peu observateurs, on a été un peu trop gentils. On a été tactiquement, techniquement jolis, mais on n'était pas assez agressif. Et je peux comparer ça à l'équipe de France pendant les 80 minutes où l'Argentine était très agressive et prête à passer ce match qui était décisif. Et l'équipe de France, que j'ai trouvé, était un peu trop en deçà du niveau et un peu moins dans la niaque et la compétitivité de ce que demande ce genre de match. Et nous, c'était pareil pour Châteauroux. Et pourtant, c'est relevé sur la fin, et pareil, on a des occasions. On peut être à 2-2, on peut même mener 3-2, mais bon, après, le haut niveau, il faut être prêt au bon moment. Et c'était particulier pour vous, Philippe, parce que si ma mémoire est bonne, vous êtes Castelroussin. C'est ça. Non, non, mais moi, des parcours, j'en ai fait en tant que joueur. J'ai fait des quarts de finale en Coupe de France, j'ai fait des 16e. Et en tant qu'entraîneur, j'ai fait 3 clubs, donc que ce soit Arcachon, Villeneuve ou donc Lège. Et les 3 clubs, j'ai fait 3 fois 64e de finale. Et ça, jamais 203, donc ça c'est fait. J'espère que la prochaine édition, on ira plus loin que 64e. Et c'est vrai que des oppositions comme ça, moi j'aime bien. Je me retrouve dans ce que je suis, c'est-à-dire un compétiteur et j'aime bien transmettre. Et aujourd'hui, les joueurs apprennent. Et c'est vrai que le parcours qu'on vient de faire en coupe, je pense qu'il peut être que bénéfique pour la suite de la saison. Et mes joueurs ont emmagasiné de l'expérience, ce qui est très dur pour eux par rapport à la Nationale 3, car il y a un gros décalage entre R3, R2 et 19 nationaux. Ils l'apprennent. On le voit avec des jeunes joueurs comme Lucas Albert, comme Osei Yoro, tout ça. Donc c'est des joueurs qui sont en plein apprentissage et je trouve qu'ils retiennent pas mal de leçons, même si encore contre le dernier match de Porte, encore une fois, le but qu'on prend, c'est une erreur à nous. Après, j'ai trouvé que les buts qu'on a mis sont des buts construits, ce qu'on fait depuis le début. On n'a jamais eu vraiment des erreurs de l'adversaire pour mettre des buts. Donc c'est un très bon point. Maintenant, on va continuer. Puis on sait où on veut aller et on va y aller. Et on l'espère. En tout cas, dernière petite question, puisque vous parlez, Philippe, régulièrement de tous ces jeunes qui permettent très bien d'avoir une équipe ambitieuse et une équipe talentueuse. Il y en a un qui a signé à l'AS Monaco, c'est Maverick Comper. Il y a eu pas mal de buzz ces derniers temps parce que les supporters de l'AS Monaco et les observateurs de Ligue 1 se demandaient qui est ce joueur. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Ah ben c'est typiquement l'intersaison qui a amené ce genre de joueur. Alors, c'est des profils
comme beaucoup de joueurs qui passent par les centres de formation, ou ouais, plutôt par les centres de formation, ou la préformation d'un club pro, c'est des joueurs qui lâchent à un moment donné parce que les clubs ne les conservent pas, parce qu'ils n'ont peut-être pas ce qu'il faut à un instant T, et ils ne correspondent peut-être pas au profil que le club recherche, ou que la Ligue 1 ou la Ligue 2 recherche. Donc souvent des grands gabarits, costauds, tout ça. Et aujourd'hui dans l'équipe, j'ai plusieurs profils comme ça, et j'ai même plus que plusieurs, puisque je peux donner juste des noms comme ça, comme Thomas Louga, qui est très intéressant. Le club de Pau est en train de faire, bien sûr, est venu le voir plusieurs fois. Le cas de Thomas Penalva, c'est le même profil, des joueurs formés au Girondin, hein, Thomas Louga, Thomas Penalva. On peut parler de Maverick Camper, c'est un joueur qui lui aussi a été formé au Girondin, il est arrivé de Guadeloupe, il était formé je crois attaquant dans le plus jeune âge, après il est passé défenseur au Girondin, il a fait de 15 ans à 19 ans au Girondin, c'est-à-dire en 17 nationaux, 19 nationaux, et un petit peu je crois que c'était la Nationale 3 à l'époque, et il n'a pas été conservé. Après, bien sûr, il y a toujours le problème de l'entourage, des agents qui font croire monts et merveilles. Le joueur part faire des essais à droite à gauche, en Belgique, partout. Et au final, il n'a rien eu du tout. Donc, il a été dégoûté du foot. Donc, il a arrêté directement. Donc, c'est un joueur qui s'est retrouvé à ne plus jouer au foot. Donc, il était coiffeur depuis 1 an sans jouer au foot. Et moi, j'aime bien ce genre comment dire, d'expérience. J'aime bien ce genre de défi où des joueurs ont de belles qualités et il faut savoir les relever. Alors ça passe par un travail psychologique, mental. Moi, je dis souvent un entraîneur, c'est quelque part c'est un papa, c'est un psychologue, c'est un commercial. Et l'entraîneur, il doit être capable de relever ce genre de joueur et de lui apporter un réel plus. Et Maverick, au départ, ça a été très, 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 très dur, puisque physiquement, c'était vraiment catastrophique. Et c'est pas un joueur qui est fait pour faire des gros efforts physiques, donc il fallait vraiment le bouger sur cette partie-là. Et c'est quelqu'un qui mentalement avait vraiment pris une belle claque. Et donc il a fallu là aussi le travailler. On a eu 2, 3 échanges tous les deux où je l'ai reboosté ou alors je l'ai piqué, vraiment piqué. Et puis il a attendu son tour, il a bien compris que son tour viendrait. Et puis quand son tour est venu, il a eu la chance que le foot souvent joue pour passer des fois même en pro. C'est il faut avoir le bon recruteur ou la personne qui vient à un endroit sur un match ou alors l'entraîneur qui donne la solution à ce joueur-là. Et Maverick en fait est venu jouer à Bayonne sur ce match-là. Jusqu'à maintenant, il n'avait jamais joué dans l'axe puisque moi je l'avais essayé devant, j'avais essayé arrière droit. Donc je savais il pouvait jouer dans l'axe puisqu'au Girondin aussi il avait été dans l'axe. Et sur ce match-là, à Bayonne, il a fait vraiment un très très gros match. Et du coup, je sais qu'il y avait plusieurs clubs qui étaient venus pour voir 2, 3 joueurs de chez nous, et pas celui-là en tous les cas. Et au final, il a tapé dans l'œil. Et ils l'ont revu quand il est rentré en Coupe de France contre Châteauroux. Là aussi, il a fait une belle rentrée. Et du coup, il a joué aussi titulaire à Poitiers. Et à Poitiers, on a fait un gros match. Et Maverick a été vraiment énorme là aussi. Et au final, il a justifié pourquoi il est passé par le centre de formation et autres des Girondins. Maintenant, ça fait partie du cursus de joueurs qui, des fois, ont des échecs et qui ne passent pas en pro. Et ça fait partie aussi des surprises comme des Valbuena, des Pierre Lesmelou, qui au final n'y arrivent pas par le club pro et puis qui arrivent par le monde amateur de nouveau à se relancer. Et si on fait le point, les Pierre Lesmelou et tout ça, ils sont assez souvent relancés par des clubs comme Lège. Et ce sont des clubs qui permettent justement de relancer des joueurs, puisqu'on ose faire des relances de joueurs comme ça ou sur des jeunes joueurs qui ont du potentiel, mais qui n'attirent pas obligatoirement les clubs pro au départ, mais qui les attirent peut-être plus tard, parce que si on prend l'exemple de Valbuena, au final, il était trop petit et tout ça, et au final, on voit la carrière qu'il a fait, et il y en a plein d'autres comme ça. Donc après, le foot passé pro, ça tient à pas grand-chose. Le tout, c'est d'y croire et de tout donner tout le temps, et puis jusqu'au jour où ça passe ou pas, mais au moins on a tout donné, quoi. C'est comme ça qu'il faut faire. Et on espère qu'il aura l'exemple avec lui du côté de la Turbie, avec Youssouf Fofana qui a quasiment le même parcours et qui a atteint la finale de la Coupe du Monde avec l'équipe de France face à l'Argentine. Donc on souhaite énormément de réussite à ce joueur que l'on suivra, Maverick Comper, ancien joueur de l'US Lège Cap Ferré et du centre de formation des Girondins. Philippe, pour conclure, vous l'avez vu, j'ai mis mon pull de Noël, nous sommes le 26 décembre. Vous avez le droit à un jour de rab. Si vous devez choisir un cadeau pour 2023 pour l'US Lège Cap Ferré, qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que je prends? Qu'on prenne plaisir, qu'on progresse et qu'on aille au bout de nos objectifs et de celui que j'ai fixé, qu'on s'est fixé, et on verra bien. Je sais Et où on, on va, ils savent où on veut aller. Maintenant, à nous de faire, puis de s'amuser surtout.
Et on vous souhaite évidemment la meilleure année 2023 possible. Ça commence avec ce match en retard contre la réserve des Girondins et on vous souhaite le meilleur. Et on embrasse évidemment tous les bénévoles, les joueurs, le staff de l'US Lège Cap Ferré. Très bonne année en avance à vous, Philippe, et à vos joueurs. Merci Philippe. Merci, bonne fête à tout le monde et bonne fête à tous les bénévoles des clubs et bonne fête au club de la Nouvelle-Aquitaine. Merci. C'était Philippe Ollier pour cette large interview évoquer l'actualité de l'US Lège Cap Ferré qui s'est replacé. L'US Lège Cap Ferré qui a fait partie d'ailleurs des clubs de Nouvelle-Aquitaine qui ont brillé, vous l'avez entendu, en Coupe de France. On va faire un petit rappel des matchs à venir. Malheureusement, plus de clubs amateurs pour la région dans ces 32e de finale. Vous le voyez en tableau. Dans le groupe B, il y aura la rencontre entre les Girondins de Bordeaux, club de Ligue 2, et le Stade Rennais, club de Ligue 1, un des chocs de ces 32e de finale. Les Chamois Niortais, il faudra faire attention et se méfier du club normand de l'US Grandville, pensionnaire de National 2, mais habitué des exploits en Coupe de France. Il y aura notamment parmi les rencontres Châtaigneraie face au FC Lorient, il y aura le match entre Lannion et Toulouse. Et puis le troisième club de Nouvelle-Aquitaine qui est impliqué dans ces 32e, ce sera dans le groupe A. Cette fois, on va changer d'infographie avec le Pau FC qui va accueillir Montpellier. Là encore, une affiche entre un club de Ligue 2 et de Ligue 1. Le FC Aubagne qui avait sorti l'entente Boé-Bonne-Encontre, club de Nouvelle-Aquitaine, jouera face à Chambéry-Savoie. Et puis parmi les affiches, Grenoble contre Nîmes ou encore l'AS Monaco face à Rodez et l'Olympique de Marseille en déplacement sur la pelouse du FC hier. Voilà pour la Coupe de France. Une autre coupe qui nous a fait rêver, c'est la Coupe du Monde, évidemment. On a pleuré de tristesse, toutes les larmes de notre corps après la défaite en finale face à l'Argentine. C'était du côté du Qatar à Doha. Et parmi les joueurs qui ont brillé, il y avait 2 titulaires dans cette équipe de France qui ont été formés en Nouvelle-Aquitaine. Il y avait Aurélien Tchouaméni qui a débuté le football à Artigues près Bordeaux en Gironde, qui ensuite a été formé aux Girondins avec son copain Jules Koundé. Jules Koundé passé par les Girondins mais également passé par l'Andiras ou encore par le FC La Brette, son tout premier club amateur à Jules Koundé. On vous propose un reportage d'ailleurs sur ce club de La Brette. C'était Florian Sabatier qui s'était rendu du côté du club girondin. On vous propose de le revoir tout de suite dans cette émission spéciale Best-of de fin d'année d'LFNA TV. Exceptionnellement, aujourd'hui, on fait des petits buts. Allez, Tim. Oui, bonjour. Déjà, les objectifs, c'était marquer des points le plus rapidement possible pour justement, vu qu'il y avait 5 descentes en fin de saison. Et on se rend compte que par rapport à nos résultats, si on y croit un peu plus, on doit pouvoir rivaliser avec les équipes de haut de tableau. Mais la saison est longue, donc je peux dire ça maintenant et je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Mais c'est vrai que je sens des garçons qui ont envie, qui sont passionnés, qui aiment le foot, qui vivent pour le foot. Et une équipe, ils vivent bien ensemble et je crois qu'ils peuvent faire des résultats. Le respect. Non, punaise, non, pas le respect, pas le respect. Le respect. Allez, 5 secondes pour proposer un mot. Comment ça s'appelle C'est un rôle. Coach. Non, mais non, avec ce truc. Non, c'est pas bon, toujours pas. On en a 6. Après, on trouvera le mot final, de toute façon. Donc ça, c'est une très bonne question. Et c'est une question où je suis en train de m'y atteler et de m'y préparer. Parce que moi, en arrivant au club, je ne connaissais
je connaissais le club, je connaissais déjà l'équipe première, etc. Mais en jeune, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Et moi, je pars du principe que chaque groupe est différent, chaque équipe est différente. Et proposer un projet de jeu pour chaque équipe, du point de la même du senior jusqu'au tout petit, c'est quelque chose qui peut être contradictoire parce que les groupes sont différents, la qualité des joueurs est différente. Vous pouvez voir une équipe senior qui ont fait que défendre, mais vous pouvez voir des 17 où ils ont une force offensive tellement forte qu'on on va leur privilégier sur du jeu offensif ou du jeu de possession. Maintenant, voilà, moi je trouve que créer un projet de jeu pour toute une école de foot, je trouve que c'est compliqué à mettre en place. Maintenant, proposer des idées de jeu et des intentions de jeu, je pense que c'est quelque chose je me suis laissé cette année pour vraiment avoir tous les tenants, tous les aboutissants, pour pouvoir vraiment créer cette identité brédoise que j'aimerais mettre en place dès l'année prochaine, où que toutes les équipes aient cette identité et ce modèle en quelque sorte, avec 4-5 idées de jeu prioritaires et qu'ils puissent le mettre en place durant leur séance. Améliorer l'école de foot pour justement ce qu'on vient de dire, où nous pensons qu'on a trop peu de gamins qui arrivent dans nos équipes seniors, surtout l'équipe senior 1. L'objectif c'est que nos équipes, pour pouvoir jouer plus tard le haut niveau, c'est que ces équipes-là puissent jouer au moins en ligue. Toutes les équipes devraient jouer en ligue et puis avoir deux équipes par catégorie et penser toujours que c'est du football amateur et puis venir avec le sourire et puis repartir, le plus important, repartir avec le sourire, que ce soit aux entraînements ou au match. Ben oui, ça a été le cas d'ici, c'est notre fierté ici au club, du travail de formation qui est mis en place et de la politique de formation qui est mise en place par le club. Donc ça c'était il y a quelques années, mais on continue à bosser depuis. Donc ça fait office de vitrine, c'est important pour le terroir et de rappeler que le foot pro, l'élite c'est bien, mais on a besoin et de moyens et de structures au niveau du foot amateur pour pouvoir faire émerger les pépites de demain. Voilà. Tout à fait, c'est une fierté d'avoir un joueur issu du club, mais après ça doit servir aussi d'exemple pour nos plus jeunes qu'on a au sein du club et leur dire voilà, un joueur comme Jules Koundé est passé par le club. Vous pourrez voir tout à l'heure dans le foyer où il y a des maillots qu'a donné Jules au président. Et voilà, leur donner cet exemple-là pour la marche à suivre pour arriver pas à pas jusqu'au niveau où il est arrivé, en équipe de France et au FC Barcelone. On ne pouvait pas, on voyait bien qu'il avait un petit quelque chose de plus. Il était fort mentalement, techniquement, il était au-dessus du lot, mais sans plus. Mais par contre, son sérieux, on voyait bien qu'on avait affaire à quelqu'un qui savait doser les efforts, qui savait faire les efforts quand il fallait, qui était toujours disponible pour tout, avec l'éducateur, avec ses copains de club, d'équipe. Et il avait quelque chose de plus, parce que c'est nous qui avons demandé aux Girondins de venir voir. On avait un joueur qui sortait de l'ordinaire, il fallait peut-être venir le voir, et ils sont venus le voir. Et ils sont allés voir sa maman pour lui dire que il fallait qu'il vienne aux Girondins déjà, dans un premier temps, voir pour jouer dans les équipes de jeunes, et puis plus tard avec les équipes de... Je crois qu'il était devenu après capitaine de l'équipe B. C'est déjà une référence, ça veut dire qu'il avait quelque chose dans le mental, dans le sérieux, dans le professionnalisme, il avait tout ça.
C'était un reportage du côté des installations du FC La Brède, reportage signé Florian Sabatier. La Brède, le club formateur de notre finaliste du mondial, Jules Koundé, à qui l'on souhaite une bonne saison du côté du FC Barcelone. L'occasion pour LFNA de faire briller tous les footballs a été saisie tout au long de l'année. Il n'y a pas que le foot à 11, il y a le foot féminin bien évidemment, mais on vous a aussi proposé de découvrir cette saison plein de disciplines tirées du football, le footnet par exemple, le foot en marchant, le foot golf ou encore le foot fauteuil. Si vous avez manqué ces émissions, eh bien on vous propose de revoir toutes ces disciplines pour en savoir plus sur le foot fauteuil, le foot golf, le footnet et le foot en marchant. C'est tout de suite dans LFNA TV. C'est un sport qui a commencé, le sport est lancé en Angleterre, je pense, 2007. C'est venu avec Ted, le responsable du foot en marchand, qui est venu nous voir pour savoir si on voulait les accueillir au sein de notre club. Et puis, il n'y a pas eu de problème. Et tout compte fait, on ne le regrette pas, parce que ça fait quand même à peu près une 50aine de licenciés en plus. Et puis alors, des gens sympathiques qui nous posent aucun problème. Nous sommes très bien accueillis à Aulnay. Le club et le président sont très gentils. Et de fois en fois, il y a un problème avec les langues, mais c'est pas très dur. Ils sont venus nous voir, nous montrer ce que c'était, nous expliquer les règles un peu. Bon, c'est vrai que c'est intéressant pour la santé de tous, hein, parce qu'ils sont... Bon, le monsieur qui est là, qui a 85 ans, il se débrouille pas mal. Je voudrais bien être comme lui à ce âge. Voilà. Là, au foot en marchand, on y trouve son compte parce que y a tout ce qui est santé. Donc ça veut dire au niveau cardiovasculaire, c'est super intéressant parce qu'on ne pense pas comme ça, mais c'est intensif. Et on retrouve tous les aspects du football, se placer dans les intervalles, entre les lignes, etc. Le foot en marchand, pour l'avoir essayé, c'est quelque chose de super. Normalement, et ici, parce que le terrain n'est pas très grand, normalement nous jouons avec 10 joueurs. Mais les tournois, peut-être, il y a 6 joueurs par équipe. Les règles sont toutes adaptées pour la sauveté et la santé. On ne peut pas courir, on ne peut pas utiliser la tête. Si le ballon monte plus de 1,83 m, c'est un coup franc à l'autre équipe. On ne peut pas tacler de l'arrière ou à côté. On doit tacler en avant. C'est interdit de faire ça. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit pour le gardien. C'est interdit comme ça. Interdit. On ne regrette pas parce que franchement, le district est content et il y a d'autres clubs voisins qui s'y sont mis. Voilà, donc c'est pas mal et j'espère que ça va continuer. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de clubs qui ont déjà mis en place des entraînements. On a 8 sections foot en marchand qui fonctionnent très bien, c'est-à-dire qu'elles ont des entraînements réguliers. On a des pratiquants qui pratiquent depuis quelques années et qui, eux, ont envie de se mesurer. Hein. Donc pour certains, c'est se mesurer sur nos plateaux et puis c'est se mesurer à l'étranger. Donc il y en a qui ont envie de découvrir et donc là, avec l'équipe de l'US Aulnay, qui est le berceau du foot en marchand dans notre département et en France sans doute, ils sont déjà allés se mesurer au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas. Le foot est très très lent parce que nous avons beaucoup de joueurs qui sont âgés plus que 70 ans. Mais après, nous avons un repas tout ensemble. C'est très convivial. La pratique du golf foot consiste à atteindre des cibles sur un parcours en utilisant le ballon de football et en limitant le nombre de frappes. C'est une pratique qui associe des qualités de concentration, d'adresse, de précision, mais aussi des déplacements nombreux et variés.
Le golf foot peut s'implanter partout, sur des complexes sportifs, dans des parcs, sur des sites divers, en fonction de l'environnement local. On peut pratiquer le golf foot quel que soit son niveau technique, quelle que soit sa forme physique. C'est d'ailleurs pour cela que le golf foot peut être considéré comme une excellente solution dans le cadre du sport santé. Le golf foot est une pratique qui demande de la précision. Il demande aussi de la force, parce qu'il faut tirer loin, et de la tactique. En développant des pratiques nouvelles comme le golf foot, les clubs vont s'ouvrir de nouveaux horizons. Le club de demain doit être en capacité d'accueillir et de fidéliser tous les publics en compétition ou en loisir. Le golf foot révèle une véritable puissance d'ancrage au sein de la Fédération française de foot et dessine de la meilleure façon qui soit le football loisir de demain. Je m'appelle Monsieur Gervais Grégory, je suis le président des Grizzlies Foot Fauteuil et je suis aussi gardien dans l'équipe. On est une association de foot fauteuil électrique, on a 11 ans d'existence et elle a pour but de permettre à des personnes en situation de handicap de faire du foot en fauteuil, en loisir et en compétition. Et pour cela, on met des fauteuils à disposition pour que les joueurs puissent pratiquer du foot. Du coup, en fait, c'est des fauteuils spécifiques au foot fauteuil. Et comme vous pouvez le voir, ils sont plus bas que des fauteuils de vie normale. Et ils sont spécifiques à la discipline du foot fauteuil. Ils ont un pare-choc et ils sont très réactifs pour vous permettre de pivoter et de faire des grosses frappes. Le ballon, c'est un ballon spécifique aussi. Il fait 32 cm. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ça se pratique sur un gymnase, un 4 contre 4. Avec des remplaçants. Les Grizzlies comptent 14 licenciés. On s'entraîne les mardis de 17h à 19h et les mercredis de 13h30 à 15h30 et de 16h30 à 19h. Les Grizzlies sont inscrits en D3 et ça se regroupe sur 4 plateaux. Notre prochain week-end il est à domicile le 19 et 20 mars où on reçoit Brest, Bordeaux, Vendôme et Nantes. Dans notre division, à nous, on est 8 équipes. Les 2 premiers montent au niveau supérieur et les 2 derniers descendent. Et on envisage de monter en D2 et pourquoi pas d'inscrire une 2e équipe en D4. On a deux titres de champion de France de 2e division, ce qui nous a permis d'accéder à l'élite du foot fauteuil pendant plusieurs années. Et aussi, on a eu un titre de champion de France de 3e division. Les Grizzlies ont recruté une service civique, Johanna. Les missions principales de Johanna, c'est l'accompagnement lors des entraînements. Il y a aussi des parties administratives. J'ai entendu parler des Grizzlies parce que ça faisait 8 ans que je pratiquais du foot à Limoges. Sauf que j'étais dans un autre club à Limoges qui a dissous. Et du coup, ma seule option qui me restait pour pouvoir continuer le foot, qui est ma passion, et aussi m'investir dans un club, ça a été de rejoindre les Grizzlies. Mes motivations, ça a toujours été le sport, le foot et surtout pour moi une raison de vivre, c'est vraiment le foot en particulier. Pour moi, pour mes attentes dans ce sport, c'est toujours de performer au plus haut niveau et d'atteindre des sommets, du moins d'essayer de gravir des échelons pour pourquoi pas un jour aller en équipe de France. Et après, c'est aussi prendre l'épanouissement personnel. Pour être un bon joueur de foot fauteuil, il faut être déterminé, il faut savoir bien se placer, il faut bien parler avec vos coéquipiers pour vous donner les informations de vos placements et est-ce que vous êtes libre pour avoir la balle, pour marquer un but. Je trouve que le foot fauteuil pour les personnes en fauteuil comme nous, c'est vecteur d'intégration. Quand on vient voir du foot fauteuil, on commence par voir des personnes handicapées et quand on sort, on nous voit comme des sportifs. Et c'est ça que je kiffe. Prends ton temps de faire les gestes. Ouais. Depuis quelques années, en partenariat avec notre fédération, la FFDAF, la FFF souhaite diversifier en fait ses pratiques et notamment avec le footnet, qui fait partie en fait des pratiques loisirs.
voilà, comme le foot-golf ou des choses comme ça. Et du coup, l'objectif, c'est de professionnaliser ce sport. Et donc l'objectif, c'est vraiment de faire venir les footeux, de leur faire découvrir la discipline et de justement essayer de faire créer à tous les clubs de foot qui le souhaitent une section Footnet, ou bien comme le TBA, d'ouvrir vraiment un club à proprement dit. D'accord. C'est vraiment ça qui va déterminer après le reste du jeu, d'accord. Donc sur chaque ballon, ça va tout prévu. On est concentré dès la réception. Tac, on est vigilant sur les appuis, on n'est pas comme ça à rien faire, d'accord. On est vigilant, tac. Allez. Allez. Ouais, super. Alors moi je suis tombé dessus un peu par hasard honnêtement, par mon cousin qui jouait déjà. Comme beaucoup de monde, je connaissais pas la discipline avant de venir découvrir, et puis en découvrant le sport m'a plu, sans être spécialement footballeur, parce que moi je faisais du rugby avant, donc rien à voir, mais la discipline m'a plu, l'ambiance en compétition aussi, l'entente au sein du club avec les membres, voilà, puis j'ai adhéré. Cette année, on a eu la chance d'avoir l'opportunité de pouvoir avoir une équipe en D2. Donc voilà, c'est un gros challenge pour nous parce que le niveau est très relevé. Mais bon, on a un peu la carotte parce que du coup, en fin de saison, on va aller jouer à Ajaccio. Donc voilà, pour terminer la saison en beauté. Et donc on a une équipe engagée en D2 nationale et une équipe engagée en D3 régionale. On s'imagine qu'il faut être bon footballeur pour jouer au tennis ballon. C'est différent, le toucher de balle n'est pas le même si un footballeur bien sûr a quelques aisances techniques d'avance, on peut ne jamais avoir joué avec un ballon et attraper le coup de main quand même assez rapidement et commencer à s'amuser rapidement. Bien sûr, on essaye d'agrandir nos effectifs. C'est pour l'instant le côté un peu négatif, on va dire, c'est le manque d'effectifs qui permettrait d'avoir plus de moyens pour le club et plus de développement en quantité de joueurs et en quantité de bénévoles. Après, en termes de compétition, on commence maintenant à avoir une équipe un peu plus solide parce que le peu de joueurs qu'il y a dans le club s'investit vachement au niveau de la compétition. Donc on commence par rapport aux années précédentes où c'était très compliqué de former vraiment une équipe solide avec des joueurs habitués à jouer les uns avec les autres. Cette année, on commence vraiment à avoir quelque chose de cadré. Ouais. Allez. Voilà, l'objectif c'est vraiment de faire découvrir la discipline aux Charentais et aux nouveaux Aquitains, voilà. Et donc même à titre individuel, vous êtes bien sûr les bienvenus à venir au tennis ballon en Goumoisin. Les 3 premiers entraînements sont gratuits, donc voilà, venez découvrir ce sport ludique qui plaira forcément à tous les footeux et voilà, on vous attend nombreux. LFNA TV, c'est désormais terminé. Comme d'habitude, comme tout au long de l'année 2022, vous pouvez retrouver, si vous en avez manqué une partie, cette émission en replay. Vous allez sur la page YouTube ou Facebook de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine et vous regardez ça quand vous voulez, avec qui vous voulez, où vous voulez. Une émission qui reviendra évidemment lundi prochain. Ce sera cette fois en 2023. Ce sera le lundi 2 janvier à 19h et on vous proposera de revivre les meilleurs moments cette fois de la Coupe de France avec tous les exploits des clubs de Nouvelle-Aquitaine. On pense au FC Ambès, au FC Occitane ou encore à l'Entente Bonne Rencontre, 3 clubs qui ont été les petits poussés de la région lors des différents tours de Coupe de France. Il faut maintenant que je remercie ceux sans qui LFNA TV ne serait tout simplement pas possible, avec Paul Maison-Rognaud à la réalisation, Victor Pérez-Boucheron à l'édition. Je remercie également nos 2 reporters qui arborent tous les terrains de Nouvelle-Aquitaine toute l'année, Florian Sabatier et Touami Nassiri. Merci à tous les clubs qui nous accueillent à chaque fois avec grand plaisir. Merci également à tous ceux qui ont accepté d'être invités au micro d'LFNA TV. Merci aux bénévoles, merci aux amateurs, aux joueurs, aux dirigeants et au staff de tous ces clubs. On a passé une superbe saison 2022 et on espère que ça continuera. Évidemment, en 2023, on vous souhaite une très bonne soirée, de très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Profitez de vos proches et n'oubliez pas le plus important, le football, qu'il soit amateur ou professionnel, ça reste un jeu, même en 2023. À très vite dans LFNA TV.